Claire fixait son assiette, incapable d'avaler une seule bouchée du rôti que sa mère avait préparé pour le dîner dominical, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. À 17 ans, élève brillante en terminale au lycée Clemenceau de Nantes, elle avait toujours été la fierté discrète de ses parents, celle qui rapportait des bonnes notes sans faire de vagues. Mais ce soir de novembre, tout allait basculer. Son père, Jean-Marc, contrôleur de gestion dans une PME industrielle de Rézé, coupait méticuleusement sa viande en silence. Sa mère, Élise, enseignante au collège Jules Verne, jetait des regards inquiets à sa fille, devinant que quelque chose n'allait pas. Claire prit une profonde inspiration, posa sa fourchette avec un bruit métallique qui résonna dans le silence, et dit d'une voix qu'elle voulait ferme : « Papa, maman, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. » Le silence se fit immédiatement, épais et pesant. Jean-Marc leva les yeux vers elle, sourcils froncés. « Je suis enceinte, papa, maman, de 3 mois. » Les mots tombèrent comme des pierres dans une mare glacée. Le visage de son père passa du rose au rouge, puis au blanc cendré, ses mâchoires se crispant dans une rage qu'elle voyait monter comme une vague menaçante. Il posa violemment sa fourchette sur la table, faisant sursauter Élise qui porta instinctivement sa main à sa bouche. « Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Sa voix était dangereusement basse, ce ton qu'il prenait avant les explosions. Claire sentit ses mains trembler sous la table, mais elle tint bon, le regard rivé sur son père malgré la terreur qui lui tordait l'estomac. « Je suis enceinte, papa, et je veux garder cet enfant. » Jean-Marc se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le parquet. « Tu vas avorter, point final. Je prends rendez-vous demain matin. » Claire secoua la tête avec une détermination qui la surprit elle-même. « Non, papa, c'est mon choix, et j'ai décidé de le garder. » L'explosion fut immédiate et terrible. Jean-Marc hurla, le visage déformé par une rage qu'elle ne lui avait jamais vue, déversant des mots venimeux qu'elle n'oublierait jamais. « Tu es une traînée, une honte pour cette famille. Tu vas gâcher ta vie pour quoi ? Pour un gosse dont tu ne pourras jamais t'occuper ?» Il frappa du poing sur la table, faisant trembler les verres. « Tu ne seras jamais rien avec cet enfant, tu m'entends ? Jamais rien. Tu finiras à mendier dans la rue comme une clocharde. » Élise pleurait maintenant ouvertement, recroquevillée sur sa chaise, incapable d'intervenir comme elle l'avait toujours été face aux colères de son mari. Claire, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, mais le menton levé, répondit d'une voix qui se brisait malgré elle. « Je vais me débrouiller, papa. Je trouverai une solution. » Son père ricana amèrement. « Te débrouiller ? Avec quoi ? Tu n'as rien, tu n'es rien. » Ce qui frappa le plus clair, ce fut le silence qui suivit, lourd de tout ce qui n'était pas dit. Ni son père ni sa mère ne lui demandèrent qui était le père de l'enfant. Pas une seule question sur Lucas dont il connaissait pourtant l'existence. Rien, comme si cela n'avait aucune importance, comme si elle seule portait toute la faute et toute la honte. Les 2 heures qui suivirent furent un cauchemar flou. Jean-Marc exigea qu'elle quitte la maison immédiatement, sans attendre le matin. « Je ne veux plus te voir sous mon toit. Tu as fait ton choix. Assume-le ailleurs. » Élise, toujours silencieuse, les yeux rougis, ne prononça pas un mot pour défendre sa fille, pas un geste pour la retenir. Claire monta dans sa chambre pour la dernière fois, le cœur battant à tout rompre, et fourra dans un sac de voyage quelques vêtements, sa trousse de toilette, ses cahiers de cours, son téléphone et son chargeur. Elle prit aussi les 180 € qu'elle avait économisés en faisant du babysitting et sa carte vitale. C'était tout ce qu'elle possédait désormais. À minuit passé, Claire se retrouva sur le trottoir du quartier des Hauts-Pavés, devant la maison familiale dont la porte venait de se refermer dans un claquement définitif. La nuit de novembre était glaciale, humide, et un vent froid lui cinglait le visage. Elle serra son sac contre elle et se mit à marcher sans but, les jambes tremblantes, ne sachant pas où aller dans cette ville qui lui paraissait soudain immense et terrifiante. Elle finit par s'asseoir sur un banc près de la Loire, complètement épuisée, le fleuve noir coulant devant elle comme une frontière entre sa vie d'avant et un avenir qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Elle sortit son téléphone, regarda l'écran illuminé, hésita longuement. Devait-elle appeler Lucas maintenant, à cette heure impossible ? Il dormait sûrement dans sa chambre d'étudiant à La Baule, sans se douter du drame qui venait de se jouer. Et puis, que lui dire ?
Comment expliquer que ses parents l'avaient chassée, qu'elle n'avait nulle part où aller? Elle avait peur de sa réaction, peur qu'il la rejette lui aussi. Claire resta assise là, grelottante dans son manteau trop léger, une main posée instinctivement sur son ventre encore plat, où grandissait une vie minuscule qui dépendait entièrement d'elle. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues glacées. Elle murmura dans le vide de la nuit. « Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va devenir tous les deux ?» Claire passa la nuit recroquevillée sur un banc de la salle d'attente de la gare de Nantes, son sac serré contre elle comme une bouée de sauvetage, sursautant au moindre bruit. Dès que le jour se leva, glacial et gris, elle appela Lucas d'une main tremblante. Il décrocha à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée. « Claire, il est 7 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle éclata en sanglots, incapable de retenir plus longtemps la digue qui menaçait de céder depuis des heures. « Lucas, mes parents, ils m'ont mise dehors. Je leur ai dit pour le bébé et... » Sa voix se brisa complètement. Le silence qui suivit lui parut interminable. Puis Lucas répondit, la voix soudain alerte et inquiète. « Quoi? Ils ont fait quoi? Claire, écoute-moi. Prends le premier train pour la Baule. Viens chez moi tout de suite. On va trouver une solution ensemble. Je te le promets. » Ces mots furent comme un baume sur ses blessures à vif. Claire acheta un billet avec une partie de ses précieux euros et monta dans le TER, bercée par un espoir fragile qu'elle n'osait pas croire vraiment. 1 heure plus tard, elle descendit à la gare de la Baule et Lucas l'attendait sur le quai, le visage marqué par l'inquiétude. Il la serra dans ses bras sans un mot et Claire se permit enfin de respirer un peu. Ils prirent un bus jusqu'à la villa familiale des Dubois, une magnifique maison blanche avec vue sur la mer, entourée d'un jardin impeccablement entretenu. Claire sentit son estomac se nouer en franchissant le portail, consciente qu'elle pénétrait dans un monde qui n'était pas le sien. Le père de Lucas, le docteur Antoine Dubois, chirurgien orthopédiste réputé à la clinique de l'Atlantique, les accueillit dans le salon avec un sourire poli mais distant. Sa mère, maître Caroline Dubois, avocate spécialisée en droit des affaires, posa son journal et observa Claire avec une neutralité glaciale. Lucas expliqua la situation d'une voix hésitante, et Claire vit le visage des parents de Lucas se fermer progressivement, comme des portes qu'on verrouille une à une. Le soir même, après un dîner tendu où personne n'avait vraiment mangé, le docteur Dubois convoqua ce qu'il appela un conseil de famille dans son bureau lambrissé. Claire était assise sur le bord d'un fauteuil en cuir, les mains crispées sur ses genoux, Lucas à ses côtés, mais silencieux. « Mademoiselle ?» dit le docteur Dubois d'une voix posée mais ferme. Lucas a été admis dans les 5% meilleurs de sa promotion de médecine. Il a un avenir exceptionnel devant lui. Cette grossesse compromet sérieusement cet avenir. Nous sommes prêts à gérer la situation de manière responsable et discrète. Nous vous proposons 3 000 € pour une interruption volontaire de grossesse dans une clinique privée de qualité. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle regarda Lucas, cherchant du soutien dans ses yeux, mais il détourna le regard, les mâchoires serrées. Maître Dubois intervint, la voix coupante comme un scalpel. « Mademoiselle, soyez raisonnable. Vous avez 17 ans, aucun diplôme, aucune ressource financière. Cet enfant ne ruinera pas seulement votre vie, il ruinera aussi celle de mon fils qui a travaillé si dur pour réussir. » Claire secoua la tête, la gorge nouée. « Je ne veux pas avorter. C'est mon choix. » Cette nuit-là, Claire entendit à travers la cloison mince les parents de Lucas le convaincre dans le bureau adjacent. « Tu veux vraiment sacrifier ton avenir en médecine pour une fille que tu connais depuis 6 mois à peine ?» disait la voix dure de son père. « Nous t'avons élevé pour que tu deviennes quelqu'un, Lucas, pas pour que tu gâches tout à 19 ans. » Au petit matin, avant que quiconque ne se réveille, Claire écrivit un mot qu'elle laissa sur la table de la cuisine. « Je ne veux être le fardeau de personne. Prends soin de ton avenir, Lucas. » Elle referma doucement la porte de la villa et marcha jusqu'à la gare, le cœur plus lourd encore qu'en arrivant. Dans le TER du retour vers Nantes, elle regardait défiler le paysage gris à travers la vitre embuée quand un homme élégant, la cinquantaine distinguée, assis 3 rangées plus loin, la regardait avec insistance. Leurs regards se croisèrent et l'homme se leva, s'approcha avec hésitation. « Excusez-moi, mademoiselle, je ne veux pas vous déranger, mais vous ressemblez de façon troublante à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé autrefois. » Claire,
Épuisée et méfiante, répondit froidement. « Je ne pense pas qu'on se connaisse, monsieur. » L'homme sourit tristement. « Non, bien sûr. Pardonnez mon indiscrétion. Je m'appelle Philippe Mercier. » Il lui tendit une carte professionnelle élégante. PDG. Mercier Technologies. Dispositifs médicaux innovants. Nantes. Ah, si vous êtes de Nantes, peut-être nos chemins se recroiseront un jour. Prenez soin de vous, mademoiselle. Claire prit machinalement la carte, troublée par cette gentillesse inattendue dans un monde qui semblait l'avoir abandonnée, et la glissa dans son sac sans vraiment y penser. De retour à Nantes, Claire enchaîna 3 nuits dans des foyers d'urgence saturés, où elle côtoyait femmes battues et sans abri, l'odeur âcre et le bruit constant l'empêchant de dormir. Elle mentit sur son âge, prétendant avoir 18 ans, et décrocha un emploi de caissière 20 heures par semaine dans un Carrefour City du quartier Malakoff, pour 750 € par mois. Son ventre s'arrondissait maintenant qu'elle était enceinte de 5 mois, les nausées matinales et la fatigue écrasante rendant chaque journée insupportable. Une collègue, Amina, trentenaire au regard bienveillant et mère célibataire de 3 enfants, devina sa situation et lui glissa discrètement des tickets resto avec un sourire complice. « Va à la mission locale, ma belle », demande Madame Roussel. « Elle aide les filles comme toi. » Après 6 semaines d'attente angoissante, où elle dormit dans des squats, et une fois sous un porche d'église, Claire obtint enfin une place en foyer pour jeune mère dans le quartier de Malakoff. La chambre de 12 mètres carrés était bruyante, les douches communes glaciales, mais c'était un toit. Madame Roussel, assistante sociale de 55 ans au regard doux mais déterminé, monta un dossier pour que Claire passe son bac en candidate libre. « Tu es brillante, Claire. Ne laisse personne te voler ton avenir. » Mais Claire, épuisée jusqu'à l'os, n'y croyait plus vraiment. Un samedi après-midi calme, Philippe Mercier entra par hasard dans le Carrefour City pour acheter de l'eau. Il reconnut immédiatement la jeune fille du train derrière la caisse, enceinte et visiblement épuisée, des cernes noires sous les yeux. Bouleversé, il attendit discrètement la fin de son service dans le parking. Quand Claire sortit à 18 heures, chancelante de fatigue, il s'approcha doucement. « Claire, c'est bien vous, n'est-ce pas ?» Claire le reconnut vaguement. « Monsieur Mercier ?» Philippe l'emmena dans un café proche et commanda un chocolat chaud et des croissants. Claire, affamée, dévora en silence. « Racontez-moi ce qui s'est passé, » dit-il doucement. Claire, trop fatiguée pour garder sa dignité, raconta tout en phrases hachées. L'expulsion, la famille de Lucas, le foyer, la faim. Quand elle mentionna le nom de jeune fille de sa mère, Élise Beaumont, Philippe blêmit. Élise Beaumont du lycée Gustau? J'ai été amoureux d'elle pendant 3 ans. Son père nous a séparés de force. Elle a épousé votre père 6 mois plus tard. Je ne l'ai jamais revue. Il regarda Claire avec émotion. « Vous êtes sa fille, mon Dieu. » Puis il demanda, la voix grave. « Et le bébé? Vous allez réussir à l'élever seule dans ces conditions ?» Claire resta silencieuse, les larmes coulant sur ses joues. Pour la première fois, elle osa dire la vérité. « Je ne sais pas. Il y a des jours où je pense à le donner en adoption. J'aime déjà ce bébé de toute mon âme, mais peut-être qu'il mérite mieux qu'une mère de 17 ans qui dort dans un foyer et mange un sandwich par jour. Madame Roussel m'a donné le contact d'une agence d'adoption. Mon bébé pourrait avoir une vraie famille, avec de l'argent, une maison. » Elle sanglota ouvertement. « Est-ce que je suis égoïste de vouloir le garder quand même ?» Philippe sentit sa gorge se serrer. Il attendit qu'elle se calme, puis dit fermement. « Claire, regardez-moi. Vous savez ce que je vois? Une jeune fille de 17 ans qui a été trahie par tout le monde et qui malgré ça se lève chaque matin, travaille, se bat comme une lionne. Ça, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'amour, le plus pur qui soit. » Il marqua une pause. « Laissez-moi vous faire une proposition. J'ai besoin d'une assistante administrative stagiaire. Mi-temps, horaires aménageables, 1100 € par mois. Vous commenceriez après votre accouchement. » Claire le regarda, incrédule. « Mais pourquoi vous feriez ça pour moi ?» Philippe sourit tristement. « Disons que j'ai une dette envers votre mère. Et surtout, je crois au potentiel. Vous n'êtes pas une victime, Claire. Vous êtes une survivante. » Cette nuit-là, dans sa chambre du foyer, Claire posa sa main sur son ventre rond et murmura « On va s'en sortir, mon bébé.
Je te le promets. Claire accoucha de Léa 3 semaines plus tard. 3 kg 200 grammes de vie fragile et parfaite, après 14 heures de travail épuisant à la maternité de l'hôpital mère-enfant de Nantes. Seules Amina et Madame Roussel vinrent la voir, apportant de petits cadeaux touchants, des bodys et un doudou blanc. Aucune nouvelle de ses parents, ni de Lucas. De retour au foyer avec Léa, Claire découvrit l'enfer des nuits sans sommeil, des couches à changer toutes les 2 heures, de l'allaitement douloureux qui lui faisait monter les larmes aux yeux. Elle tenait à peine debout. 3 semaines après la naissance, fidèle à sa promesse, Philippe l'accueillit chez Mercier Technologies comme assistante administrative stagiaire. Sa femme, Isabelle, pédiatre retraitée de 52 ans au visage doux, mais aux yeux perçants, proposa de garder Léa pendant les heures de travail de Claire. Mais Isabelle, contrairement à Philippe, était profondément méfiante. Un soir, Claire entendit par hasard une conversation tendue dans le bureau. « Philippe, tu ne connais rien de cette fille. Son histoire est triste, certes, mais comment sais-tu qu'elle dit la vérité? Et si c'était une profiteuse qui a flairé ta gentillesse? Tu la fais entrer dans l'entreprise par pitié, c'est dangereux. » Philippe répondit calmement. « Isabelle, fais-moi confiance. Cette jeune fille a quelque chose de spécial. » Au bureau, l'ambiance n'était pas meilleure. Sandrine, 45 ans, assistante de direction depuis 15 ans, murmurait aux autres employés. Elle couche avec le patron, c'est évident. Comment expliquer sinon qu'une gamine de 18 ans sans diplôme soit embauchée directement? Claire entendait les rumeurs, baissait la tête, travaillait 2 fois plus dur. 2 semaines après son arrivée, Philippe convoqua Claire dans son bureau et posa devant elle un dossier épais. Voici un dossier complexe sur la certification ISO 37385 de nos nouveaux cathéters cardiaques destinés au marché européen. Je veux que tu l'analyses, que tu me fasses une synthèse de 3 pages maximum et que tu me donnes une recommandation stratégique. Tu as 10 jours. Claire blêmit. Elle n'avait aucune formation médicale ou technique. Mais Philippe, je ne connais rien à ce domaine. Philippe sourit. Alors apprends. Je veux voir de quoi tu es capable. Les 10 jours suivants furent un enfer. Claire passait ses nuits, après avoir couché Léa épuisée, à étudier des normes européennes incompréhensibles, à regarder des vidéos YouTube sur les dispositifs médicaux, à contacter par email un ancien professeur de SVT. Elle prenait des notes compulsives, dessinait des schémas, refaisait 3 fois sa synthèse. Le 10e jour, elle déposa sur le bureau de Philippe un dossier de 8 pages, parfaitement structuré, avec 3 recommandations chiffrées et un planning prévisionnel. Philippe lut le document, impressionné, et le montra à Isabelle le soir même. « Regarde, lis ça. Cette fille a un cerveau exceptionnel. Elle a appris en 10 jours ce que certains ingénieurs ne comprennent pas en 6 mois. » Isabelle lut, sourcils froncés, puis releva la tête, surprise. « C'est vraiment bon. Très bon même. » Elle regarda Philippe. « D'accord, tu avais peut-être raison. » La semaine suivante, Philippe organisa une réunion d'équipe de 12 cadres pour discuter de la stratégie de certification et demanda à Claire de présenter sa synthèse. Claire, terrifiée, se leva, main tremblante, et commença à parler. Sandrine l'interrompit presque immédiatement avec une question technique pointue, espérant la déstabiliser. Claire respira un coup, puis répondit point par point, calmement, en s'appuyant sur ses notes. Une deuxième question, plus vicieuse. Claire répondit encore, précise et rigoureuse. À la fin de la présentation, le directeur technique, M. Leblanc, 58 ans, applaudit. « Excellent travail, Claire. Vraiment excellent. » Sandrine serra les dents, humiliée. 2 ans passèrent comme dans un tourbillon de travail acharné et de nuits trop courtes. Claire, maintenant 19 ans, avait obtenu son bac en candidate libre avec mention bien, une moyenne de 15,5 qui la remplit d'une fierté discrète mais profonde. Elle poursuivait un BTS gestion PME en cours du soir tout en travaillant chez Mercier Technologies, jonglant entre les devoirs de Léa à la crèche, ses propres études et ses responsabilités professionnelles croissantes. Léa avait 18 mois maintenant. Une petite fille aux boucles châtaines, qui marchait partout en babillant des mots mignons, qui faisaient fondre le cœur de Claire. Elle louait un studio de 25 mètres carrés dans le quartier Madeleine, modeste mais propre, son premier vrai chez-soi. Un samedi matin ensoleillé de mai, Claire promenait Léa au jardin des plantes,
regardant sa fille courir après les pigeons en riant aux éclats, quand une voix derrière elle la figea sur place. « Claire !» Elle se retourna lentement, le cœur battant soudain à tout rompre. Lucas se tenait là, à 3 mètres, amaigri, les traits creusés par ce qui ressemblait à des mois de mauvais sommeil, les yeux cernés. Il portait un jean délavé et un pull fatigué, loin de l'étudiant en médecine impeccable qu'elle avait connu. Claire prit immédiatement Léa dans ses bras, instinct maternel en alerte, protectrice comme une lionne face à un danger. Lucas regarda la petite fille avec des yeux qui se remplirent instantanément de larmes. « C'est elle ? C'est notre fille ?» Sa voix se brisa sur le dernier mot. Claire répondit d'une voix glaciale comme un hiver de Sibérie. « C'est ma fille. Tu as fait ton choix il y a 2 ans, Lucas. » Lucas s'effondra littéralement sur un banc proche, la tête dans les mains, les épaules secouées de sanglots. « Claire, je suis tellement désolée. J'ai tout détruit, tout gâché. J'ai abandonné médecine après 2 ans. Dépression sévère. Hospitalisation psychiatrique pendant 3 mois. Mes parents, je les déteste pour ce qu'ils t'ont fait, pour ce que je t'ai fait. » Il leva vers elle un visage ravagé par le remords et la souffrance. « J'ai cherché à te retrouver pendant des mois. J'ai contacté ton ancien lycée, la mairie, partout. Puis Amina m'a dit où tu travaillais. » Claire serra Léa contre elle, sentant le petit corps chaud de sa fille contre son cœur qui battait trop fort. « Et tu veux quoi maintenant, Lucas ? Des félicitations pour tes remords tardifs ?» Lucas secoua la tête désespérément. « Je veux faire partie de sa vie, de la vie de ma fille. Je sais que je ne mérite rien, que je ne mérite même pas que tu m'écoutes. Mais s'il te plaît, Claire, laisse-moi essayer d'être un père. » Claire rit amèrement, un rire sans joie qui lui brûla la gorge. « Un père ? Léa ne te connaît même pas. Tu es un étranger pour elle, tu n'existes pas. » Lucas, les larmes coulant sur ses joues. « Alors laisse-moi devenir quelqu'un pour elle. Je t'en supplie. » Claire tourna les talons sans un mot de plus et s'éloigna, Léa sur la hanche, laissant Lucas effondré sur le banc. 2 semaines plus tard, Claire reçut une convocation officielle du juge aux affaires familiales de Nantes. Lucas, conseillé par sa mère avocate maître Caroline Dubois, avait déposé une requête en reconnaissance de paternité et demande d'établissement d'un droit de visite. Claire, paniquée, les mains tremblantes en lisant le document officiel, appela Philippe en pleurant. Philippe lui paya immédiatement les services de maître Blanchard, excellent avocat en droit de la famille réputé pour sa rigueur. L'audience au tribunal, 1 mois plus tard, fut tendue comme une corde de violon prête à se rompre. Lucas, accompagné de maître Dubois en tailleur Chanel impeccable, plaida qu'il avait profondément changé, qu'il suivait une thérapie hebdomadaire, qu'il voulait assumer ses responsabilités paternelles. Claire, soutenue par maître Blanchard, et par la présence discrète mais rassurante de Philippe et Isabelle au fond de la salle, témoigna avec une dignité qui impressionna la juge. Monsieur Dubois a disparu pendant 2 ans. Il n'a jamais cherché à savoir si son enfant était né vivant, en bonne santé, ou même si j'avais survécu à l'accouchement. Léa n'a besoin que de stabilité et d'amour constant, pas d'un étranger qui surgit par culpabilité 2 ans trop tard. La juge, Madame Fontaine, femme de 60 ans au regard perçant et juste, écouta attentivement les 2 parties. Après délibération, elle trancha. Test ADN ordonné qui confirma que Lucas était biologiquement le père, pension alimentaire de 200 € par mois à verser immédiatement, droit de visite progressif supervisé, 1 fois par mois pendant 2 heures dans un point rencontre médiatisé pendant 6 mois, puis réévaluation. Claire avait gagné la garde principale et exclusive. En sortant du palais de justice, Claire s'effondra en larmes dans les bras d'Isabelle. « J'ai eu tellement peur qu'il me la prenne. » Isabelle la serra fort. « Jamais, ma chérie, jamais. » 2 ans passèrent encore dans un équilibre précaire entre travail, études et maternité. Claire, maintenant 21 ans, fut promue assistante de direction chez Mercier Technology avec un salaire de 1 850 € par mois, une somme qui lui paraissait incroyable après avoir survécu avec 750 €. Elle termina son BTS Gestion PME avec mention bien, et Philippe, impressionné par ses capacités exceptionnelles, lui proposa de préparer une licence professionnelle en gestion de projet en alternance. Les visites de Lucas avec Léa, maintenant 3 ans, se passaient correctement dans le cadre supervisé du point rencontre. Léa l'appelait Lucas, Pati Papa.
et leur relation restait distante mais cordiale. Un soir de novembre pluvieux, Léa, assise à la petite table du studio avec ses crayons de couleur, leva soudain la tête, ses grands yeux bruns fixés sur sa mère. « Maman ?» Claire, qui préparait le dîner, répondit distraitement. « Oui, mon cœur. » Léa demanda avec cette innocence déchirante des enfants qui ne mesurent pas la portée de leurs mots. « Pourquoi j'ai pas de papa comme Chloé à la crèche ?»« Chloé, son papa, il vient la chercher tous les soirs. Moi, j'ai personne. » Claire se figea, le couteau suspendu au-dessus de la planche à découper, sentant son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle posa le couteau, s'essuya les mains et vint s'asseoir à côté de Léa, cherchant ses mots avec soin. « Ma chérie, tu as un papa. Il s'appelle Lucas. Tu le vois une fois par mois. Tu te souviens ?» Léa fronça les sourcils, réfléchissant gravement pour ses 3 ans. « Mais il habite pas avec nous, et il me connaît pas vraiment. » Claire chercha désespérément comment expliquer l'inexplicable. « C'est vrai, mon cœur. Lucas et maman ne vivent pas ensemble. Ça arrive parfois dans certaines familles, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. » Léa, avec une logique d'enfant implacable, demanda encore « Et toi, maman? T'as un papa et une maman ?» Claire sentit les larmes monter. « Oui, ma chérie, j'ai un papa et une maman. Mais c'est compliqué, on ne se voit plus. » Léa hésita. « Pourquoi ?» Claire caressa doucement les cheveux de sa fille. « Parce que parfois les adultes font des erreurs. De grosses erreurs. Et après c'est trop tard pour réparer. » Léa hocha la tête comme si elle comprenait, puis retourna à ses dessins. Cette nuit-là, après avoir couché sa fille, Claire pleura silencieusement sous la douche, réalisant que Léa portait des blessures invisibles qu'elle ne pouvait pas complètement guérir. Professionnellement, Claire devenait indispensable. Elle géra le lancement d'un nouveau stent coronarien révolutionnaire, coordonna 8 fournisseurs européens, négocia avec des hôpitaux de Lyon, Bordeaux et Paris. À 23 ans, elle fut nommée chef de projet junior, avec un salaire de 2 400 € par mois. Philippe annonça en réunion de direction qu'il restructurait l'entreprise et créait une nouvelle division stratégique, partenariat hospitalier et développement commercial. Le poste de responsable était ouvert en interne. Claire candidata immédiatement, tout comme Sandrine qui espérait enfin sa revanche après des années d'humiliation. Lors de l'entretien final devant le comité de direction, Sandrine lâcha avec un sourire venimeux. « Claire est compétente, je ne le nie pas. Mais a-t-elle vraiment la maturité et la disponibilité pour ce poste à haute responsabilité ? Elle a eu un enfant très jeune. Elle jongle entre travail, études et maternité célibataire. Ne risque-t-on pas des absences fréquentes, un manque de disponibilité pour les déplacements professionnels ?» Philippe posa violemment sa main sur la table, faisant sursauter l'assemblée. « Sandrine, si vous insinuez que la maternité est un handicap professionnel, je vous rappelle que c'est non seulement illégal selon l'article L1132-1 du Code du travail, mais également profondément insultant. » Il se leva, voix dure comme l'acier. Claire a prouvé plus de détermination, de rigueur et d'intelligence que quiconque dans cette entreprise. Elle a obtenu son bac et son BTS en travaillant à temps plein et en élevant seule un enfant. Si ça, ce n'est pas de la maturité exceptionnelle, alors je ne sais pas ce que c'est. Claire obtint le poste. Sandrine démissionna 2 mois plus tard, définitivement humiliée. Claire, maintenant 24 ans, était directrice de la division partenariat hospitalier chez Mercier Technologies avec un salaire de 3 200 € par mois, une somme qui lui donnait encore le vertige quand elle y pensait. Elle avait emménagé dans un bel appartement étroit avec balcon dans le quartier Île de Nantes, lumineux et moderne, si loin du studio exigu de Malakoff où elle avait survécu des années plus tôt. Léa, 6 ans maintenant, était en CP, excellente élève qui dévorait les livres et posait 1000 questions sur tout. Lucas, devenu psychologue pour enfants dans un CMPP, après avoir quitté définitivement médecine, voyait maintenant Léa un week-end sur 2, après des années de reconstruction patiente de leurs liens fragiles. Leur relation était cordiale, respectueuse, presque amicale, mais pas amoureuse, et cela convenait parfaitement à Claire. Mercier Technologies connaissait une croissance exceptionnelle grâce aux dispositifs médicaux innovants qu'il développait, et Philippe préparait discrètement une opération stratégique majeure qui pourrait changer la donne sur le marché régional. Un mardi après-midi,
Il convoqua Claire dans son bureau avec un dossier confidentiel marqué « strictement privé ». « Claire, j'ai quelque chose à te dire et je veux être totalement transparent avec toi parce que tu mérites de savoir. » Il ouvrit le dossier avec précaution. « Nous sommes en négociation finale pour racheter Delaport Industries, une PME de 120 employés spécialisée dans la fabrication de composants mécaniques de précision pour dispositifs médicaux, basée à Rézé. Je viens de découvrir en consultant la liste du personnel que ton père, Jean-Marc Beaumont, y travaille comme contrôleur de gestion depuis 8 ans. » Claire sentit le sang se retirer de son visage, ses mains se crispant sur les accoudoirs du fauteuil. Philippe continua doucement, observant sa réaction avec attention. « Si on finalise ce rachat, l'organigramme prévoit que la division composant sera rattachée à ta direction. Cela signifie concrètement que ton père deviendra indirectement ton subordonné hiérarchique. » Long silence pesant où Claire fixait le dossier sans le voir vraiment. Philippe reprit avec précaution. « Je te promets qu'il ne sera pas licencié dans la restructuration. Ce n'est pas mon style. Mais je voulais te prévenir de la situation avant de signer quoi que ce soit. Si c'est trop difficile pour toi émotionnellement, je peux réorganiser différemment l'organigramme. » Claire resta silencieuse un très long moment, son esprit tournant à toute vitesse, des émotions contradictoires la traversant comme des éclairs. Puis elle releva la tête, le visage impassible, mais une lueur dure et froide dans les yeux que Philippe ne lui connaissait pas. « Philippe, faites ce qui est bon pour l'entreprise, comme vous l'avez toujours fait. Mon père est un inconnu pour moi, un étranger qui n'existe plus depuis 7 ans. S'il travaille bien, il garde son poste comme n'importe quel employé compétent. S'il ne travaille pas bien, il assumera les conséquences comme tout le monde. » Philippe hocha la tête lentement, à la fois impressionné par sa force et légèrement inquiet de la froideur absolue dans sa voix. Le rachat fut finalisé 6 mois plus tard, après des négociations complexes. Mercier Technology absorba officiellement Delaport Industries lors d'une grande réunion générale. Philippe nomma Claire responsable de l'intégration et de la supervision de la nouvelle division composant, qui incluait évidemment le département de contrôle de gestion. Jean-Marc Beaumont apprit lors de cette réunion de présentation que sa nouvelle responsable hiérarchique directe était Madame Claire Beaumont, directrice de division. Il ne fit pas immédiatement le lien. Elle utilisait le nom de jeune fille de sa mère, et 7 longues années avaient repassé. Mais le prénom Claire, rare dans l'entreprise, éveilla un doute affreux qui lui noua l'estomac. Parallèlement, Philippe invita Claire au gala annuel des acteurs de la santé des Pays de la Loire, événement prestigieux au lieu unique de Nantes, réunissant plus de 300 professionnels du secteur médical régional, directeurs d'hôpitaux, chirurgiens renommés, entrepreneurs influents, élus locaux. « Claire, c'est extrêmement important pour ta carrière et ta visibilité dans le secteur. Tu es maintenant une figure montante qu'on remarque. Le préfet sera là, plusieurs députés aussi. Viens, et si tu veux, amène Lucas pour montrer que vous coparentez sereinement. » Claire accepta sans hésiter. Elle acheta une robe élégante mais sobre chez Sandro, noire, coupe impeccable, sans strass ni vulgarité, et se fit coiffer professionnellement dans un salon du centre-ville. Le soir du gala, elle se regarda longuement dans le miroir et vit une femme de 24 ans confiante, belle, puissante, qui avait parcouru un chemin inimaginable. Plus rien ne restait de la fille de 17 ans terrifiée, chassée dans la nuit glacée. Le samedi soir du gala, Claire arriva au lieu unique au bras de Lucas, élégant dans un costume gris anthracite parfaitement ajusté. Ils formaient un couple séduisant et complice sans être amoureux, une relation apaisée qui témoignait de leur maturité. L'immense salle aux plafonds industriels était décorée de lumières tamisées et de tables rondes élégantes où brillait l'argenterie. Philippe présenta Claire aux personnalités présentes, le directeur du CHU de Nantes, la déléguée régionale de l'ARS, des chirurgiens renommés, des entrepreneurs du secteur médical. Claire échangeait cartes de visite, discutait stratégie de développement, riait aux anecdotes professionnelles. Elle rayonnait d'une confiance tranquille. Vers 21h15, alors qu'elle revenait du buffet avec un verre de champagne, Claire aperçut ses parents de l'autre côté de la salle, près d'une colonne. Son sang se glaça dans ses veines. Jean-Marc, visiblement vieilli avec des cheveux grisonnants et un costume fatigué usé au coude, était là comme employé de la porte fraîchement intégré, invité de second rang. Élise, sa mère, portait une robe bordeaux démodée qui avait dû être belle il y a 10 ans. Elle paraissait éteinte,
fatiguée, vieillie bien au-delà de ses 47 ans. Leurs regards se croisèrent. Jean-Marc blêmit comme s'il voyait un fantôme surgir de son passé. Élise porta immédiatement sa main à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. Ils restèrent figés pendant 5 longues secondes insoutenables, puis s'approchèrent lentement, comme hypnotisés, tandis que les autres invités autour continuaient à discuter, indifférents au drame qui se jouait. Jean-Marc, voix tremblante et maladroite. « Claire, c'est vraiment toi ?» Claire les regarda avec un calme polaire, visage de marbre. « Bonsoir. »« Oui, c'est moi. » Long silence insoutenable. Élise murmura, larmes déjà sur ses joues. « Ma chérie, tu es magnifique. Tu vas bien ?» Claire sourit, mais c'était un sourire froid, sans la moindre chaleur. « Je vais très bien. Merci de vous en inquiéter maintenant. Contrairement à vos prédictions apocalyptiques, je ne mendie pas dans la rue. Je suis directrice de division chez Mercier Technologies. Je gère 40 collaborateurs et un budget de 12 millions d'euros. » Jean-Marc accusa le coup, visiblement déstabilisé. Il tenta de reprendre contenance, retrouvant brièvement son arrogance d'autrefois. « On a essayé de te retrouver, Claire. On a appelé la police, les hôpitaux, les foyers d'urgence. » Claire l'interrompit sèchement, voix coupante comme une lame. 7 ans pour essayer de retrouver votre propre fille. Impressionnant dévouement parental. Élise sanglotait maintenant ouvertement, les épaules secouées. On regrette tellement, Claire. Ton père et moi, on a divorcé il y a 4 ans, on a tout perdu. Claire leva la main pour la faire taire. Vos problèmes conjugaux ne m'intéressent absolument pas. Jean-Marc, tentant désespérément de changer de sujet, demanda la question qui le rongeait. Et l'enfant? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as abandonné quelque part? C'était la question qu'il n'avait jamais posée quand cela comptait vraiment, 7 ans plus tôt dans cette salle à manger où tout avait basculé. Claire sourit, et cette fois c'était un sourire de triomphe pur. Ma fille a 6 ans. Elle s'appelle Léa. Elle est en CP. Elle a 18 de moyenne générale. Elle parle couramment anglais grâce aux cours particuliers que je lui paie. Elle fait de la danse classique le mercredi. Elle est heureuse, aimée, protégée. Élise tendit la main, suppliante. « On peut la rencontrer, s'il te plaît ?» Claire la regarda froidement. « Pourquoi le devriez-vous ?» Jean-Marc, au bord de l'effondrement, lâcha. « Et le père? Il t'a abandonné aussi ?» Claire fit un signe discret. Lucas s'approcha et passa un bras protecteur autour de sa taille. « Voici Lucas Dubois, le père de Léa, fils du docteur Antoine Dubois, chirurgien chef de service à la clinique de l'Atlantique, et de maître Caroline Dubois, avocate. Lucas est psychologue pour enfants. Nous coparentons Léa de manière civilisée. L'impact fut dévastateur. Jean-Marc réalisa qu'il avait chassé sa fille enceinte du petit-fils d'une des familles les plus respectées de la région. Philippe s'approcha et posa une main sur l'épaule de Claire. « Monsieur Beaumont, nouveau chez nous suite au rachat? Bienvenue. » Puis, voix plus froide, « Vous avez une fille exceptionnelle. Vous devriez en être fier. Oh, pardon, vous l'avez jetée comme un déchet il y a 7 ans. » Jean-Marc et Élise restèrent plantés là, anéantis, tandis que Claire rayonnait au bras de Philippe, saluée et respectée par des dizaines de professionnels influents. Dans les semaines et mois suivant le gala, Jean-Marc et Élise tentèrent désespérément de reprendre contact avec Claire. Lettres manuscrites déposées à l'accueil de Mercier Technologies, refusées sans être ouvertes, dizaines de coups de fil au standard filtrés impitoyablement par l'assistante de Claire, emails professionnels ignorés systématiquement, tentative de venir à l'appartement un dimanche bloqué par le portier prévenu. Rien ne fonctionnait. Claire était devenue inatteignable comme une forteresse imprenable. Élise, au bord de la crise de nerfs, contacta Madame Roussel, l'assistante sociale qui avait sauvé Claire 7 ans plus tôt. Madame Roussel, après avoir écouté Élise pleurer au téléphone pendant 1 heure, accepta de servir d'intermédiaire. Elle appela Claire. « Tes parents me supplient de t'aider à organiser une rencontre. Je ne te juge pas si tu refuses, mais ils ont l'air sincèrement détruits. » Claire resta silencieuse un long moment. « Je vais réfléchir. » 3 mois après le gala, en février glacial, Claire accepta finalement une rencontre dans un café neutre, le Café du Commerce, près de la Place Royale, un mercredi après-midi. Claire arriva impeccable dans un tailleur pantalon gris perle,
cheveux tirés en chignon strict. Ses parents étaient déjà là, vieillis de 10 ans, Jean-Marc aux mains tremblantes, Élise aux yeux rougis. Claire s'assit en face d'eux, droite et distante. « Vous avez 15 minutes. » Élise parla d'abord, voix brisée. « On a divorcé il y a 4 ans. Ton père a fait une dépression sévère après ton départ. Hospitalisé en psychiatrie 2 mois. Moi, je n'enseigne plus depuis 3 ans. Burn-out. On a vendu la maison. On vit chacun dans des petits appartements. Tout s'est effondré. » Jean-Marc, les mains toujours tremblantes, ajouta d'une voix cassée. « Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne le mérite pas. Je t'ai dit des choses monstrueuses. Je t'ai chassée enceinte. La seule chose que je demande, s'il te plaît, laisse-nous voir notre petite fille une seule fois. » Claire sortit son téléphone, fit défiler des photos de Léa et le posa sur la table. Léa à la plage, à son anniversaire, déguisée en princesse, lisant un livre. Voici ce que vous avez manqué. Ses premiers pas, ses premiers mots, son premier jour d'école, ses premières larmes, ses premiers rires, tout, absolument tout. Long silence écrasant. Claire reprit, voix dure, mais posée. « Je vous pardonne, mais pas pour vous, pour moi, parce que porter de la haine m'épuise, et je refuse de vous donner ce pouvoir sur ma vie. Mais le pardon ne signifie ni l'oubli, ni la confiance, ni l'effacement. » Elle posa ses conditions fermement. « Vous verrez Léa une fois tous les 2 mois, chez Philippe et Isabelle, en ma présence obligatoire. Si vous respectez Léa, si vous ne parlez jamais de votre histoire avec moi devant elle, si vous prouvez pendant 1 an que vous êtes stable, on verra. Mais je ne promets rien. » Jean-Marc et Élise acceptèrent, reconnaissant malgré la dureté absolue des termes. 6 mois plus tard, en août ensoleillé, la première rencontre eut lieu dans le jardin fleuri de Philippe et Isabelle à Sainte-Luce. Léa, 7 ans, en robe d'été jaune, jouait quand une voiture inconnue se gara. Claire sortit avec ses parents. Léa s'approcha, curieuse. « C'est qui, maman ?» Claire s'agenouilla. « Léa, voici Jean-Marc et Élise, des personnes qui aimeraient te connaître. Pas tes grands-parents. Juste des prénoms. Peut-être qu'un jour ça changerait. Peut-être jamais. » Léa joua poliment 1 heure, puis Lucas arriva la chercher pour son week-end. « Salut ma puce, on va au cinéma. » Léa courut vers lui, excitée. Jean-Marc et Élise regardèrent la voiture s'éloigner, conscients qu'ils étaient des étrangers dans la vie de cet enfant qui portait leur sang, mais pas leur histoire. 1 an plus tard, Claire, 25 ans, était dans son appartement T3 avec terrasse sur la Loire. Léa, 8 ans, faisait ses devoirs. Lucas passait la chercher bientôt. Philippe et Isabelle venaient dîner ce soir. Claire sortit sur la terrasse, regarda le coucher de soleil orange sur le fleuve. Elle pensa à cette nuit glacée de novembre, 8 ans plus tôt, où elle était assise sur un banc, enceinte, chassée, terrifiée, avec 180 € en poche. Elle pensa « J'avais 17 ans. Ils ont dit que je mendirais dans la rue. Aujourd'hui, je gagne plus que 2 réunis. Je dirige 40 personnes. Ma fille est heureuse. Ils pensaient me détruire. Ils m'ont forgé. La meilleure revanche n'est pas de les écraser, c'est de vivre si bien que leur erreur devient leur seule punition. » Elle rentra. Léa leva la tête. « Maman, tu peux m'aider avec les multiplications ?» Claire s'assit à côté d'elle, lui embrassa les cheveux. « Bien sûr, mon cœur. » Par la fenêtre, le soleil disparut. Une nouvelle nuit commença. Mais contrairement à celle d'il y a 8 ans, celle-ci était douce, chaude, remplie de promesses. Claire sourit. Elle avait gagné. Pas par la haine, mais par la vie qu'elle avait construite de ses propres mains. What are you gonna do about Where is it? It's in the bathroom. I thought it said it was in the foyer. Well, it was probably roaming. We do not have ghost orb. Found it. Found what? The quote. Oh. Listen. I have a very short attention span. Squirrel. Uh-huh. Mm-hmm, And? mm-hmm. What? And what? So freaking hungry now, man. Dude, We're talking about steak and Sometimes- I'm like salivating.
I want Sometimes, steaks so dude. bad. EMF 5. Where's the sound recorder? Kick your bum. Dude. Oh, EMF 5? He just said that. Am I That's not freaking funny. chopped You liver? really need to stop making fun of her. According to my You do phone. not want to see me get angry. I've seen you get angry, dude. You do not. I have. That was I'm not overstimulated. full potential. Okay, so what I went through, Hi, lime cookie. what I went through a couple weeks ago, the anger that you had that day, that was like, I wasn't even like that mad. What are you talking you were about? kind of mad. No, like mad for me is like blacked out mad. All right, you want this salt? Yes. You want this Yes. salt video? Okay. Uh-huh. Hey, yo. Hey, yo, what? Wait, what? It, Lime Cookie, thank you so much for the follow. Welcome in. oh, UV! Look, on the door! You already on the had door. it. I already took a Can picture you of do me it. a favor and You have UV? comment something in the chat? I gotta give you your initiation. Oh, no, do not time him out. Initiation. Lime Cookie, I'm so sorry. This is not personal. Hey, Initiation. Hey, Van, no, don't do it to Lime Cookie. I was gonna flirt with you. With me? I hope she was talking to me. Metal, I want you to flirt with me. Kidding. Just kidding. Me? Okay. It's not a Goryo. Brother. Is it a Galu? I got you. Keep that cougar away from me. Man, I don't think that, you actually hate cougars. Is it in the foyer now? It's here. It's in the foyer. The foyer. Oop. I had to talk a lot at mine, and so naturally. Wait, it's snowing outside? I can't tell where it is? This thing is gonna kill me. You're gonna all kill me? gonna die down here. Oh, You've been great, sweetie. leave me alone! Good deal. No, Huh? it can't be a Zio. Wait. It would be a Galu, Jin, Myling, or Obake. Oh yeah. Ugh. I think it's a my leg. Meow, meow, No, meow, meow. No, it's a Jim. That's a Jim. You speed up on you? I heard it. Yeah, that's a Jim. Burger is still on. Is it done hunting? Yeah. Oh god, dude, I almost died. Oh my god, I almost died. Okay. Dude, Yeah? I don't Told you, know where- stop making fun of my friend. I wasn't saying that as her. I was copying the meme. No. You think she's just a meme? We have not gotten a perfect game. Oh, sorry. Here we would- go. We're leaving. No, I just smudged you. No. Fine. This place is a prison. Dude. She's my friend, Chad. Chatty freak.
mean, do you FaceTime with Tyler on the regular? Yep. Every hour. Every hour? All day, So every day? Mhm. Yeah, I'm sure. People are adorable, fire. Woo! Metal, I told you. The next time... Here. I'm gonna start the group chat right now. Hello? Leave me alone? Oh, God! Go away! Go away! Granny, get off my ass! Woo! Hey, yo, who ready for group FaceTime calls? Done. Metal, you have to send me a picture too for science. So you just For your like gave contact my photo. number away to Metal. Oh, that's true. I did. You know, that's something I did not think about. My bad, dude. I take back everything that I just defended over the last 5 minutes. Hey, man. Dude, I'm sorry. I don't know where I was not thinking that she might have already had it or. Hey, Metal, are you a crazy person? Yeah, Metal's gonna murder our whole families, and just because of that, like, it's all my your fault. dude. I'm If so I get sorry, murdered dude. and it was by Metal, it's your fault. Dude, I'll be the first person to send myself to prison. I'm actually a 68-year-old man watching your windows. Oh my God, Metal. Hi. Hey, this is gonna haunt me for weeks. It should. By the way. It should. Oh! Leave me loud! Ooh. Oh, hey, Chad. It's gonna haunt me forever. Hi. Comms, clear comms, clear comms. What are you doing? No! I did get a hunt. I gotta hear the footsteps. I don't hear none. Did get a hunt and ghost video. Yeah, I did. You think it's? Is it done? Yeah. It's No? Breaker's still on. Clear the corners. I don't remember. It's been so long since I've read it. Been trying to make a grocery list since stream started. Man, I've been trying to make a grocery list for like 84 years. It's been 84 years. Yeah. I'm gonna get my sanity low. My sanity's So we can always get low. that. Joke's on you, brother. That was funny. Oh my gosh, that would come out of nowhere. God, dude. That came out of nowhere. I wasn't ready. We'll give that an 8. Hey, Chad. Why are you in the closet with me? Dude, I was just trying to lower my sanity. You don't want me in the Listen, closet with you? If you You got don't want any to in the closet with me? funny business 7 minutes plans, in heaven. get out of here. Oh my god, dude. You think I want to do funny business with you? Listen, you follow me into Listen. this closet, I don't know what you're doing.